La logique, le cognitif, l'intelligence étaient aussi attaqués et délaissés au profit de l'hystérie émotionnelle. Les pulsions, les instincts primaires étaient encouragés, le désir individuel sacralisé. L'autre intérêt des guerres, de la corruption et de l'exploitation des pays du Sud, qui à l'époque étaient pauvres, était que cela provoquait l'immigration. Les pays occidentaux, les pays riches donc, étaient la cible des appétits les plus voraces et devaient être soumis. La cohésion des peuples du Nord devait être détruite ainsi que leur identité, culture et tradition. En encourageant et même en provoquant l'arrivée massive de populations exogènes, l'oligarchie aggravait et accélérait la désintégration des nations du Nord sur lesquelles elle avait jeté son dévolu. Après avoir mis en coupe réglée les pays du Sud, essentiellement l'Afrique, par la dette et la corruption, ce fut le tour des pays du Nord. Le problème est que ces pays sont traditionnellement très agressifs quand on les attaque frontalement et de l'extérieur. L'attaque fut donc lancée de l'intérieur, puis ensuite organisée pour arriver de l'extérieur. Les malheureux qu'ils avaient créés en s'attaquant aux pays du Sud, militairement ou économiquement, par la dette et le pillage de leurs ressources, étaient l'armée idéale pour cela. Et de toute façon, même si ça ne fonctionnait pas et qu'en dernière instance, les peuples résistaient à ces attaques, il y avait toujours la possibilité de créer le chaos en déclenchant des affrontements de type ethnico-identitaire ou confessionnel, allant jusqu'à la guerre civile. Cette possibilité était envisageable et envisagée, et même promue par certains. On ne cherchait jamais à comprendre les problèmes, les causes réelles des problèmes. Et quand je dis on, je parle bien évidemment des médias. Ils restaient tout le temps dans l'émotionnel, le compassionnel, l'hystérie, la diabolisation et la censure. La liberté d'expression était totalement inexistante. On mettait des écrivains en prison, des humoristes, et ça n'inquiétait personne. À la fin, ces fausses démocraties tombaient les masques et révélaient leur vrai visage, celui de la dictature. On ne peut rien comprendre à quoi que ce soit si on ne considère pas le tout. On scinde et cantonne les connaissances à l'extrême quand on cherche à cacher et à protéger un projet. Il était assez cocasse que ce phénomène sévissait de plus en plus dans les sciences humaines et sociales, mais également dans les sciences dites dures. Dans notre monde d'esclaves salariés, de monocrétins spécialisés à une seule tâche dénommée profession, une copieuse majorité avançait tête vissée dans le guidon, zoom au taquet, y compris dans les plus hautes fonctions administratives et scientifiques. La plus élémentaire synthèse était devenue pure subversion. Nous vivions dans l'enfer du roman de science-fiction 1984. La dystopie était devenue une réalité. Il ne faut pas croire que tout le monde était apathique. Bien au contraire, plus la pression se faisait forte et plus les consciences se réveillaient. De plus en plus de gens cherchaient à comprendre, à trouver des solutions, cherchaient à changer les choses. Il n'était pas rare qu'ils s'engagent pour une cause, pour une idée, pour ce qui leur semblait le plus important. Il y avait 3 sortes d'opposition majeure au système. D'abord l'opposition politique dans le cadre d'un parti. Ensuite l'opposition institutionnelle non politique, principalement syndicale. Pour finir, l'opposition citoyenne dans le cadre d'organisations, associations, collectifs. L'opposition politique était une mascarade, un théâtre. Le système, par le pouvoir des médias, contrôlait tout. C'est lui qui créait et manipulait les oppositions. Tout n'était qu'illusion. Même les partis les plus extrêmes. Et ceux qui n'étaient pas corruptibles étaient tout simplement ignorés. On nous avait inventé un nouveau vocabulaire pour nommer les choses négatives. Par exemple, on ne disait plus exploiter, mais défavorisé. Quand il y a des exploités, c'est qu'il y a des exploiteurs. À partir du moment où il n'y a plus que des défavorisés, c'est-à-dire des gens qui n'ont pas eu de chance, il n'y a plus d'exploiteurs. Il devient impossible de se battre. La façon la plus intelligente de maintenir la passivité des gens, c'était de limiter strictement l'éventail des opinions acceptables, tout en permettant, en encourageant et même en provoquant de vifs débats à l'intérieur de cet éventail, sur des sujets clivants, sur de fausses polémiques ultra-médiatisées, des scandales prémédités et orchestrés, mais toujours sur des sujets secondaires, voire même superficiels. On entendait des opinions très critiques et très dissidentes, même extrêmes et même parfois criminelles. Cela donnait peut-être aux gens l'impression d'être un peu plus libres de leurs pensées, alors qu'en fait les présuppositions du système, les piliers qu'il maintenait, étaient renforcés par les limites posées au débat. Par exemple, on ne posait jamais la question de la création monétaire. À l'époque, la plupart des gens, je dirais 80%, étaient non seulement totalement soumis au système, mais ils n'en étaient pas conscients. Impossible de combattre un mal si on ignore qu'on est malade.
Pire encore, les gens de cette époque s'agrippaient à l'ancien monde. Beaucoup étaient même capables d'aller jusqu'à se battre à mort pour lui. Les autres, apathiques, subissaient en silence. Tout était fait pour nous rendre totalement apathiques. En politique, aucune analyse de fond n'était jamais proposée. Les débats, les discours, les décisions et tactiques politiciennes n'étaient que des successions de postures à des fins électoralistes. Le pouvoir n'a jamais été dans les mains des politiques, mais dans celles de ceux qui les faisaient. La majorité des 20% restants s'enlisaient dans des combats périphériques. Ils traitaient les effets, jamais les causes. Leurs combats pouvaient être parfois sérieux, comme le capitalisme, l'écologie, le racisme. Mais le plus souvent, ils étaient bien plus frivoles, comme le bien-être animal, le droit au mariage entre humains et électroménager. Les petites hystéries de niche nombrilistes et sociétales ne manquaient pas. Il y en avait pour tous les goûts, si j'ose dire. Pour échanger ce que l'on produisait, on avait besoin de monnaie. Et pour avoir de la monnaie, nous étions obligés de l'emprunter à ceux qui la fabriquaient. Très peu de gens savaient véritablement qui avait le pouvoir de fabriquer la monnaie. Et quasiment personne ne se posait la question. La monnaie était la chose la plus importante dans nos vies. Et on ne se posait même pas la question de savoir comment elle était produite et par qui. La monnaie était une obsession pour tout le monde. On voulait tous en avoir, au moins suffisamment pour vivre. On faisait presque tous des métiers que l'on détestait. On passait notre vie à travailler pour avoir de la monnaie. Et personne ne savait ce que c'était vraiment la monnaie, ni comment ça fonctionnait. 5, 6 jours par semaine, on abandonnait nos vies, nos familles, nos enfants, même en bas âge, nos maisons, nos amis, nos activités récréatives, associatives, pour aller travailler. On se levait très tôt et immédiatement on commençait la guerre contre le temps, encore endormi, jusqu'au soir. Maintenant, je me rends compte à quel point nous étions des esclaves et que le fouet sous lequel nous pliions à l'époque était la monnaie. Il était impossible de vivre sans monnaie. Impossible. Vous ne pouviez pas vous loger, vous nourrir, vous chauffer, vous habiller. Vous ne pouviez même pas produire de richesse. Si vous n'aviez pas au préalable de la monnaie, il vous était impossible de produire quoi que ce soit. Cela donnait un pouvoir sans limite aux fabricants de monnaie. Ils pouvaient s'approprier tout ce qu'ils voulaient. Ils étaient en train de devenir les propriétaires de la planète tout entière. Ils avaient même le pouvoir de décider de l'avenir, puisque c'est eux qui décidaient pour qui et pourquoi ils acceptaient de créer la monnaie. Un projet, une idée qui ne leur plaisait pas, il suffisait qu'ils refusent de créer la monnaie nécessaire à sa réalisation. Et cette idée et ce projet, quel qu'il soit, n'avaient aucune chance de voir le jour, même si c'était un projet qui allait dans l'intérêt de tous, même si ça servait le bien commun. Quand on y réfléchit, c'était le système le plus absurde que l'on ait pu mettre en place. Nous étions obligés d'emprunter ce qui aurait dû n'être qu'une unité de mesure libre et gratuite. Le plus fou, le plus incompréhensible, c'est que nous devions rendre plus de monnaie que nous en recevions. Ça s'appelait les intérêts. Et on pouvait même être obligé de rendre le double de ce que l'on avait reçu. Pour avoir de la monnaie, il fallait l'emprunter. Il fallait l'emprunter à des gens qui la créaient pour nous et avec nous. Mais il fallait surtout être sûr de pouvoir en rendre plus que ce que l'on avait reçu. Tant que les usines tournaient à plein régime, ça ne posait pas trop de problèmes. Les entreprises empruntaient, les gens empruntaient, les États empruntaient, ça faisait beaucoup de monnaie disponible dans l'économie. Mais ça ne durait jamais, ça ne pouvait pas durer. Parce qu'il fallait rembourser, et qu'il fallait rembourser plus que ce que l'on avait reçu. Il fallait rendre plus de monnaie qu'il y en avait disponible dans l'économie. Il faut bien comprendre comment fonctionnait la création monétaire par le crédit. Lorsque l'on remboursait ce que l'on avait emprunté, l'argent était détruit, donc retiré de la masse monétaire. C'est comme ça que ça marchait, c'était mécanique. Cette monnaie était une dette, parce que nous fabriquions cette monnaie à partir d'une dette. Lorsque vous remboursez votre dette, vous n'avez plus de dette, il n'y a donc plus de monnaie. Une fois que tout le monde avait emprunté la monnaie dont il avait besoin, les entreprises, les particuliers, la quantité des crédits accordés baissait. Normal, les gens n'empruntaient plus, ou beaucoup moins. Il y avait donc moins de monnaie qui rentrait dans l'économie, moins de nouvelles monnaies. Mais on continuait à rembourser les crédits. Et comme la monnaie était détruite lorsqu'elle était remboursée, la quantité totale de monnaie disponible dans l'économie diminuait. La quantité de monnaie disponible pour acheter des choses diminuait, à cause du fait que l'on remboursait nos crédits sans en faire de nouveaux. Et donc les gens commençaient à acheter, à consommer beaucoup moins. Pire, ils commençaient à économiser de la monnaie au cas où. C'est-à-dire qu'ils la gardaient avec eux sans la faire circuler, ce qui aggravait encore un peu plus le manque de monnaie disponible. Ce qui faisait que du coup, les gens achetaient, consommaient encore et encore moins. Comme les gens consommaient moins, les entreprises gagnaient moins d'argent, et donc elles produisaient moins. Elles produisaient moins puisqu'elles savaient qu'elles n'arriveraient pas à vendre ce qu'elles produiraient. Et comme la quantité de travail nécessaire à la production baissait, le nombre de travailleurs nécessaires au travail baissait lui aussi. De plus en plus de gens se mettaient alors à perdre leur emploi,
ou acceptaient d'être payés beaucoup moins, ce qui revenait au même. Ils avaient moins de monnaie, moins d'argent, ce qui avait pour conséquence qu'ils consommaient encore moins, etc., etc. C'était un cercle abominablement vicieux qui se répétait et répétait sans cesse. On appelait ça un effet procyclique. Le monde n'était qu'une succession de crises et la cause de tout ça, c'était que nous utilisions de la monnaie dette. Le fait même d'utiliser de la monnaie dette est totalement aberrant aujourd'hui. On a remplacé le principe même de monnaie par nos points activité et production, nos PAP. Nous sommes en 2056 et ça fait presque 40 ans que l'effondrement s'est produit. Mais à l'époque, on n'imaginait pas pouvoir vivre sans monnaie. Rendez-vous compte, on n'imaginait même pas remettre en question le fait que ce soit un minuscule groupe de personnes qui détiennent le pouvoir de créer la chose la plus importante, la plus indispensable à notre survie à l'époque, la monnaie. Nous étions 7,5 milliards d'humains avant l'effondrement, 2 fois plus nombreux qu'aujourd'hui. Et ceux qui avaient le pouvoir de créer la monnaie étaient, je dirais, à peine 1 millier, peut-être moins. Nous étions 7 milliards à être les esclaves de moins d'1 millier de personnes. C'est totalement incompréhensible. On pourrait se demander encore aujourd'hui comment une minuscule caste d'oligarques ont bien pu prendre le pouvoir, le contrôle de la création monétaire. Et pourquoi les États, les gouvernements, les citoyens ont laissé faire sans opposer la moindre résistance à ces véritables coups d'État, à la mise en place d'une dictature mondiale. Mais quand on replace cette question dans le contexte de l'époque, les fausses démocraties, le contrôle des masses par les médias, par l'éducation, par l'abêtissement généralisé, on comprend que, quelle que pu être l'horreur des années qui ont suivi l'effondrement de 2020, le chaos, c'était un mal nécessaire. Il ne pouvait pas en être autrement. Les conséquences néfastes du système monétaire d'avant l'effondrement sont innombrables. C'est le système monnaie-dette qui conditionnait la totalité des aberrations que nous subissions. C'est à cause de lui que nous avions détruit notre environnement. Le fait de toujours devoir plus de monnaie qu'on en avait faisait que nous étions tous en permanence en compétition les uns avec les autres. C'est cela qui modelait et façonnait nos comportements. C'est ça qui favorisait nos instincts les plus bas, notre agressivité, notre désir de toujours posséder plus, notre individualisme, notre égoïsme. Certains arrivaient à résister à cette ignoble perversion qui de décennie en décennie ne faisait que s'aggraver. Certains avaient des valeurs morales, qui étaient le plus souvent l'héritage des morales promues par les grandes religions de leurs aïeux. Mais ces gens se faisaient de plus en plus rares, ils étaient souvent martyrisés et même broyés par le système. Quand vous êtes toujours à la recherche de toujours plus de monnaie, que vous soyez un particulier ou un État, vous êtes un prédateur sous pression constante. Quand vous êtes un État, vous êtes mécaniquement en compétition avec tous les autres États qui, eux aussi, recherchent de la monnaie pour payer leurs créanciers. Et la seule façon d'en trouver, c'est d'aller la chercher dans des autres pays. Et c'est ça qui crée la guerre. Que les guerres furent économiques ou militaires, toutes les nations du monde étaient en guerre permanente pour alimenter le système monétaire. Les guerres économiques qui étaient imposées par le système monnaie-dette étaient de véritables catastrophes. Chaque pays cherchait à vendre plus à l'autre. Cela donnait des aberrations logistiques invraisemblables. Les mers étaient en permanence sillonnées par d'immenses cargos chargés de produits que chacun essayait de refourguer aux autres. Cela provoquait un gaspillage d'énergie et une pollution inimaginables. Le monde était en perpétuelle guerre militaire. Les plus agressifs de tous furent les Anglo-Américains. Les Américains étaient en guerre permanente. Ils provoquaient des conflits, des guerres civiles, organisaient des coups d'État, instituaient des dictatures, détruisaient et redécoupaient des nations entières. Le centre du système monnaie-dette se trouvait chez eux. Oh, ils n'avaient pas inventé le concept, disons qu'ils l'avaient simplement mondialisé. Ils avaient réussi à imposer au monde entier leur monnaie dette. Quand je dis leur monnaie, je parle d'une monnaie privée qu'une petite poignée de banquiers réunis avaient le pouvoir de créer à partir de rien. Le dollar, c'était le nom de cette monnaie. Ce n'était pas du tout la monnaie du peuple américain, ni même de l'État. C'était une monnaie privée, gratuite pour ceux qui la fabriquaient, mondiale, et qui leur donnait le pouvoir de dominer le monde entier. La puissance du dollar américain reposait en grande partie sur la puissance militaire américaine. Les budgets alloués à l'armée des États-Unis étaient quasiment sans limite. À eux seuls, les Américains dépensaient plus pour leur armée que tous les autres pays du monde réunis. Ils avaient installé des centaines de bases militaires partout sur la planète. Et quiconque remettait en cause la puissance du dollar était impitoyablement éliminé.
Endetter un État était ce qui rapportait le plus au secteur bancaire. On en était arrivé à un point où le service de la dette, ce que l'État doit payer pour la monnaie dette qu'on lui crée, représentait l'équivalent des deux revenus fiscaux les plus importants, la taxe sur la valeur ajoutée et l'impôt sur le revenu. Dit autrement, en supprimant le système monnaie-dette, on aurait pu supprimer les deux plus gros impôts que le peuple payait, ou bien financer des services qui allaient dans l'intérêt commun. Endetter un État, c'était merveilleux, parce que vous êtes sûr que vous allez être payé, que vous allez être remboursé. Si l'État a besoin d'argent, il lève un nouvel impôt et la monnaie va dans les poches du banquier. Endetter un État, c'était endetter le peuple tout entier. Et alors, c'est ce qu'il faisait. Tous les pays du monde étaient endettés. Et personne ne se posait de questions. Personne ne se demandait, mais d'où vient l'argent? On était bien trop occupés à se chamailler entre nous, à ergoter sur les petits scandales du moment que nous balançaient les médias pour nous occuper. Quand vous étiez une entreprise, vous étiez aussi en guerre. Vous étiez obligé d'avoir de la monnaie avant de commencer à produire. Vous deviez payer vos fournisseurs, vos ouvriers, payer tout ce qui est nécessaire à la production, à la promotion et à la vente de votre produit. Vous étiez donc obligé de demander de la monnaie dette aux banques et donc obligé de payer des intérêts. Tout le monde payait des intérêts au secteur bancaire. Tout le monde, même ceux qui n'avaient pas de crédit, même ceux qui ne payaient pas d'impôts, même le sans-abri, sans travail, parce qu'il y avait énormément de gens sans aucune ressource et qui vivaient dans la rue à cette époque. Et bien même eux payaient des intérêts. Les entreprises étaient obligées de demander de la monnaie dette aux banques pour produire, donc de payer un intérêt, et forcément le coût de ces intérêts était intégré au prix de vente du produit. Donc dès lors que l'on achetait un produit manufacturé, on payait indirectement des intérêts aux banques. En tant que patron d'une entreprise, l'obsession était de maximiser le profit en permanence pour payer le coût de la monnaie que vous étiez obligé de louer à une banque. Pour cela, tous les coûts étaient permis. Il vous était permis de délocaliser vos unités de production dans des pays à faible charge salariale, par exemple, ce qui augmentait la crise dans votre pays et augmentait aussi le gaspillage énergétique et la pollution liée au transport de vos marchandises. La monnaie que nous devions lui rendre quand on demandait à une banque qu'elle nous fabrique de la monnaie dette était toujours inférieure à la quantité de monnaie disponible. Donc, pour payer ses intérêts, il fallait s'endetter à nouveau. Il fallait demander de nouveaux crédits, donc payer de nouveaux intérêts avec de la monnaie qui n'existait pas. Et pour payer les intérêts de ces nouveaux crédits, c'était un cercle vicieux. Le système monnaie-dette est basé sur une croissance exponentielle de l'économie. C'est pour ça que les hommes politiques n'avaient que le mot croissance à la bouche. Maintenant, on se rend compte à quel point ils étaient stupides. Nous ne vivions pas en démocratie. Étymologiquement parlant, nous vivions en aristocratie. Nous élisions nos représentants pour qu'ils décident de tout à notre place. Quand nous votions pour quelqu'un, c'est parce que nous pensions que c'était le plus compétent pour décider à notre place. Dit autrement, c'est parce que nous pensions qu'il était le meilleur. Nous vivions donc dans un monde où les meilleurs aristos avaient le pouvoir Kratos. Aristo, Kratos, aristocratie. On peut dire alors que nos aristocrates de l'époque, quand ils nous parlaient de croissance, étaient soit complètement idiots, soit complètement corrompus. Notre système économique était condamné à une croissance perpétuelle et infinie. La croissance ne suivait pas les besoins réels des populations liés à la démographie, aux avancées technologiques, aux découvertes scientifiques. Elle était systémique, mathématique, obligatoire. Et les entreprises étaient obligées, elles aussi, de croître, de grandir, de fusionner avec d'autres. Celles qui n'y parvenaient pas étaient absorbées ou disparaissaient purement et simplement. La vie des petits entrepreneurs, des artisans, des petits commerçants était un enfer. Les garages, les petits garagistes. Quand j'étais petit, il y en avait partout. Je me souviens qu'à la fin du XXe siècle, il n'existait déjà presque plus de petits garagistes. On ne trouvait plus à l'époque de grandes enseignes franchisées. Ce grossissement des structures de production causé par la nécessité de croître toujours plus ne touchait pas seulement l'industrie. L'agriculture était aussi touchée. Les petites fermes familiales avaient presque toutes disparu, digérées par ces immenses exploitations agricoles automatisées, ces immenses élevages industriels dans lesquels on entassait des animaux tout juste considérés comme de la matière première, à peine vivante. On ne disait plus poulet ou vache, mais produit ou matière. La taille des entreprises et exploitations agricoles, les techniques de production, ainsi que l'obligation de maximiser les bénéfices, ont fait que la qualité des produits était extrêmement basse. Les productions de viande, les céréales, les fruits et légumes avaient perdu presque la totalité de leur qualité nutritive et gustative. Pire, ils étaient tous empoisonnés par des pesticides, des herbicides, des fongicides, des antibiotiques ou des hormones. On nous empoisonnait littéralement. Les agriculteurs devaient emprunter toujours plus pour acheter les plus grosses machines et les engrais les plus violents pour produire toujours plus.
Les entreprises devaient rechercher la rentabilité à tout prix, augmenter sans cesse leurs profits et diminuer leurs coûts. Les multinationales n'étaient jamais assez grosses et devaient piller la terre jusqu'à la dernière goutte de pétrole, jusqu'au dernier minerai. Tous les humains étaient soumis à toutes ces pressions et se retrouvaient contraints de produire toujours plus et à l'infini en se battant contre eux-mêmes et contre leur environnement. C'était vraiment un monde binaire. D'un côté, une masse grouillante d'innombrables pauvres qui consommaient camelotes et poisons, et de l'autre, une petite poignée de riches qui avaient les moyens de s'acheter des produits de qualité. L'augmentation de la quantité de monnaie dette en circulation exerçait une pression à la hausse sur l'activité réelle, et la croissance de l'activité réelle exerçait une pression à la hausse pour que la quantité de cette monnaie continue à augmenter. Malheureusement, une croissance matérielle exponentielle requiert des ressources infinies. En toute logique, la croissance de l'économie réelle, forcée par la nécessité de croissance du système monétaire, entraînait obligatoirement une surexploitation des ressources naturelles et un pillage systématique des ressources, des biens et des terres. Le système monnaie dette était tout aussi impitoyable avec les grandes entreprises qu'avec le simple prolétaire salarié. La pression qu'exerçait la monnaie dette n'épargnait personne. On dénonçait facilement le capitalisme, les patrons, l'exil fiscal, les multinationales. Personne ne parlait de la cause du mal. Personne ne parlait de la monnaie dette. L'endettement perpétuel entraînait une prédation obligatoire vis-à-vis de la nature et des humains. Il appauvrissait l'ensemble de l'humanité et détruisait son environnement. Ce système monétaire était donc totalement incompatible avec un développement durable et incompatible avec la réalité matérielle du monde. Il ne pouvait que disparaître. Ce qui est regrettable, c'est que nous ne soyons pas parvenus à le changer de notre propre chef. Il a fallu qu'il s'écroule de lui-même, entraînant avec lui la vie de 1/5 de l'humanité. Ce sont l'Europe et l'Amérique du Nord qui furent le plus sévèrement touchés en perdant 3/5 de leur population. Et c'est l'Asie qui compta le plus de victimes malgré tout, même s'ils n'ont perdu que 1/4 de leur population. À l'époque, l'Asie c'était presque 60% de la population mondiale. Aujourd'hui, l'Asie c'est plus de 75% de la population mondiale. L'Afrique, 10%. L'Europe et l'Amérique du Sud, 6% chacune. L'Amérique du Nord, moins de 3%. La question de l'Asie sera peut-être le défi de demain que nous aurons à relever. Ils n'ont pas subi l'effondrement comme nous l'avons subi, et donc n'ont peut-être pas tout à fait accompli leur révolution anthropologique. Nous vivons aujourd'hui une période marquante et inédite de l'histoire de l'humanité. Pour la première fois, les humains vivent en paix et en équilibre. Certes, nous avons encore de grands défis à relever, mais nous saurons le faire avec quiétude et sérénité. Dorénavant, nous envisageons l'avenir avec force et optimisme. Nous nous sommes rétablis d'un cancer qui nous rongeait depuis des milliers d'années. Et bien qu'encore convalescents des blessures que nous nous sommes infligées pour arriver à opérer ce tournant, à faire cette révolution, nous avons pris les bonnes décisions et sommes plus forts que jamais. C'est une mutation vers une humanité 2.0 qui s'est passée. Une mutation nécessaire. Et comme toute mutation d'une espèce vers une autre, elle induit forcément l'extinction de la précédente. Nous serons les derniers représentants de l'ancienne espèce. Et alors que dans la nature, chaque espèce se bat pour sa survie et est réfractaire au changement, moi je suis fier d'avoir œuvré à l'avènement de cette nouvelle humanité. Et je serai heureux de disparaître en pensant aux générations futures. Ne nous oubliez pas, parce que nous avons vécu, nous avons souffert, et nous sommes morts pour vous.